Bonjour à tous. Donc, je suis Élodie Cataille, directrice générale de l'agence Mirov Communication, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce nouveau webinaire Malongo concernant la place du commerce équitable aujourd'hui dans notre société. Je vois que oui, ça fonctionne, on m'écrit en parallèle, tout va bien. Nous sommes ravis aujourd'hui de donner la parole à deux experts en la matière, donc Monsieur Claude Fischler, sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS et également spécialiste des questions alimentaires dans notre quotidien. Et Monsieur Jean-Pierre Blanc, on ne vous présente plus, directeur général des Cafés Malongo. Donc, vous pourrez poser évidemment toutes vos questions avec plaisir au cours de ce webinaire dans l'onglet qui est dédié aux questions sur la droite. Et nous y répondrons, enfin plutôt Monsieur Blanc et Monsieur Fischler y répondront à la fin de la conférence. Avec le temps qu'on laissera pour y répondre, donc une quinzaine de minutes, je pense. Vous recevrez dossier de presse à la suite et replay également de l'émission si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec plaisir. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Blanc et je vais disparaître. À tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si ce n'est pas en physique que je vous vois. Donc ça fait maintenant plus d'un an que nous sommes plongés dans la pandémie. Mon dernier voyage en pays producteur remonte juste avant le premier confinement, donc je revenais de Birmanie et je peux vous dire que ces passages avec les producteurs nous manquent énormément, même si on continue à travailler sur le sujet. Donc, le commerce équitable aujourd'hui, face à la pandémie, face à la transformation aussi des consommateurs, la prise de conscience des consommateurs sur la nécessité d'un partage de la valeur et d'un autre mode de rémunération des producteurs. Pour moi, c'est au cœur du débat, c'est un sujet d'actualité, c'est un modèle d'avenir, le commerce équitable, parce qu'on a oublié peut-être au cours de toutes ces années que le commerce équitable, c'est avant tout un modèle économique. Hein, ça date des années 90, on se rend compte que ça marche, ça grandit, ça croît, et donc ça doit être un exemple pour nous tous pour voir de quelle façon on peut faire évoluer la société, voilà, qui remet en cause aujourd'hui quasiment les modèles traditionnels d'organisation économique, qui remet en cause l'alimentation, qui remet en cause beaucoup de valeurs. Et pour entamer la discussion et les présentations sur le commerce équitable, qui est aujourd'hui au centre de notre débat. Peut-être quelques, comme vous le voyez sur le slide à l'écran. Donc le café, c'est un produit qui est en constante évolution, donc avec une croissance des marchés assez importante. Les cours de la bourse régulent malheureusement ce marché, donc on se trouve dans des périodes, et c'était le cas les 3 dernières années, avec des cours extrêmement bas. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous l'expérience d'une personnalité extérieure. On a besoin, quand on est dans le feu de l'action, d'avoir un œil un peu différent, quelqu'un qui a travaillé sur justement l'alimentation, sur cette transformation de l'alimentation. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le titre, mais il va vous en parler très bien dans quelques instants, passer de la méfiance à la défiance. Et on se rend compte aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi que ça peut aller extrêmement vite. Donc, je vous présente et je vais vous laisser avec Claude Fischer, qui est un sociologue et expert des tendances de consommation. Et je pense qu'il va pouvoir nous éclairer et surtout élargir le débat du commerce équitable autour de ce qui est notre mode de vie. Monsieur Fischler, je vous laisse la parole. Merci. J'active la caméra, voilà. Merci. Bon, quand on m'a demandé de parler du café et du commerce équitable,
je me suis dit, finalement, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est où on en était au moment où commence la pandémie, qu'est-ce qui se passe depuis le début de la pandémie, parce que tout le monde nous demande, nous autres sociologues, comment les Français ont-ils réagi, etc. Et là-dedans, le commerce équitable, le café en particulier, comment ça se situe, qu'est-ce qu'on observe. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'au moment où commence la pandémie en 2020 ou fin 2019, on est dans une situation de crise depuis déjà pas mal de temps dans le rapport des Français, et d'ailleurs des Occidentaux en général, et puis peut-être même plus largement, à l'alimentation, et en particulier à l'alimentation transformée, ce que les gens appellent l'alimentation industrielle, ou bien le mode de production agroalimentaire qui s'est développé depuis quelques décennies. Et si vous voulez, si je dis de la méfiance à la défiance, il faut que j'explique ce que c'est la différence entre la méfiance et la défiance. La méfiance, je dirais que c'est une condition naturelle à tout animal omnivore. Il peut manger ce qu'il veut, il peut changer son alimentation, mais par définition, il y a des tas de choses qui sont inconnues, et des tas de choses inconnues, il faut s'en méfier parce que c'est potentiellement toxique. Donc nous sommes naturellement méfiants, nous pouvons apprendre très très vite à éviter quelque chose, nous sommes très facilement dégoûtables. Hein, le dégoût, c'est très important dans cette affaire. Et la défiance, c'est quoi? C'est qu'après des années et des décennies de méfiance, ou sinon des siècles ou des millénaires d'ailleurs, mais là, on est arrivé à une situation où ce que nous entendons dans les entretiens, dans les enquêtes qualitatives, ou même dans certaines enquêtes quantitatives, quand on pose les questions ad hoc, ce qu'on entend les gens dire, c'est « bon, on ne sait plus ce qu'on mange ». Et pourquoi c'est important de ne plus savoir ce qu'on mange? C'est parce que on veut savoir ce qu'on mange parce que tout le monde dit, et c'est vrai, on est ce qu'on mange. Quand on dit on est ce qu'on mange, c'est pas seulement symboliquement, c'est-à-dire si vous mangez quelque chose, ce que vous mangez, ça vous transforme de l'intérieur, ça devient partie intégrante de vous-même, biologiquement même. Hein, les protéines, c'est les briques dont nous sommes faits d'une certaine manière. Bon, donc c'est vrai que nous voulons savoir ce que nous mangeons pour savoir ce que nous sommes, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Fondamentalement, c'est une demande qui est de moins en moins bien satisfaite. Et on arrive à un point tel que dans les entretiens, les gens ne nous disent plus on ne sait plus ce qu'on mange, on veut savoir ce qu'on mange, ils disent on veut même plus savoir ce qu'on mange. C'est tellement répugnant, il y a de la colère et du dégoût. Ça, c'est la défiance. La méfiance, c'est une chose, la défiance, c'était une situation de plus en plus presque explosive où nous étions, et nous sommes d'ailleurs en grande partie encore, simplement il y a une sorte de grande parenthèse. Alors, cette défiance, là-dessus arrive le Covid. Alors on nous dit qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les gens déclarent, les entretiens, les enquêtes montrent que d'abord il y a une très très grande diversité de réponses, parce qu'il y a une très très grande diversité de situations, suivant l'habitat, le type de logement, la taille de la famille, le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, la géographie, etc. En réalité, il y a une très grande variété des attitudes et des comportements. Mais ce qu'on voit de façon très très claire, c'est monter d'une part des déclarations de vertu, c'est-à-dire que de plus en plus on nous dit qu'on veut changer, on veut améliorer, on veut faire plus attention à la planète, au réchauffement climatique, et on nous parle de l'environnement en même temps que de la santé, alors qu'avant, on ne parlait que de la santé. En gros, pour simplifier, c'est ça. Il y a de plus en plus une conjonction qui se dessinait déjà, d'ailleurs, avant la crise, mais qui vraiment semble s'accélérer, entre, alors par exemple, on nous dit il faut manger moins de viande, il faut manger plus végétal, plus de légumes, etc. Bon, on nous dit d'autre part qu'on fait un peu plus la cuisine maintenant qu'on est confiné et qu'on ne mange plus à l'extérieur. Bon, c'est une nécessité. La réalité, c'est que il faut voir ce qu'on entend par cuisine, ça varie. Quelquefois, on fait des pâtisseries avec les enfants au début du confinement, puis après, ça se délite un peu. On fait appel, paradoxalement, en fait, aussi de plus en plus à des produits transformés pour la commodité d'emploi. Donc, il y a une très, très grande variété de situations. Et on dit qu'on veut être de plus en plus local. Alors, manger local, manger des circuits courts, ça, c'est vrai que ça a bien marché dans une bonne partie des situations. Et puis, d'une façon générale, ce qui est vraiment très frappant, c'est que
ce discours de la vertu alimentaire, c'est-à-dire qu'on nous parle de plus en plus de comportements vertueux. C'est vrai que depuis une dizaine d'années maintenant, à peu près, on a une sorte de sentiment d'aspiration à la réforme des habitudes alimentaires, et ça s'accélère un peu maintenant avec, par exemple, le rapport à l'animal, la question de la viande, la question du végétal, etc., et la durabilité qu'on met sur le même plan que la santé. Maintenant, il y a cette idée de One Health, une santé, la santé de la planète et la santé de ceux qui y vivent. Maintenant, dans les injonctions morales qui sont mises en avant, il y a des contradictions, par exemple, entre locavore et puis commerce équitable. Commerce équitable, il va porter beaucoup sur des choses qui viennent de loin. Mais on voit bien aussi que l'exigence éthique ou équitable dans le commerce, elle peut s'appliquer sur le plan local aussi, puisque vous voyez le succès d'opérations comme Qui c'est le patron et d'autres tentatives équivalentes. Alors comment on résout la question? On voit bien dans certains entretiens, par exemple avec des jeunes citadins particulièrement engagés dans une consommation qui est parfois une consommation, comme un de mes collègues l'a baptisé, une consommation critique. C'est-à-dire qu'ils sont engagés dans une sorte de militantisme du quotidien, et ce militantisme du quotidien, il passe par une consommation extraordinairement attentive, vous le savez tous, le vrac, les emballages, les coopératives locales et les circuits courts ou ultra-courts. C'est minoritaire, mais c'est particulièrement intense dans une catégorie ou des catégories d'âge et d'éducation qui sont finalement d'une certaine manière en avance ou qui peuvent préfigurer des choses qui se passent de façon plus largement. En gros, c'est Bac+3 millénial en milieu urbain. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, cela? Ils nous disent que ce qui est important, c'est cette dimension éthique et morale, et qu'elle guide leur comportement, et que le commerce équitable, il a une importance capitale parce que d'une part, il semble aller de pair avec le bio et la qualité, la plupart du temps. D'autre part, il concerne des petits producteurs, et ça je crois que c'est quelque chose sur quoi Jean-Pierre Blanc insiste, et sur l'organisation des petits producteurs. Donc la question de la distance, là, outre le fait qu'on ne peut pas renoncer ni au café ni au cacao, ou en tout cas on n'a peut-être pas envie, la distance est en somme abolie parce que le raisonnement planétaire s'impose et le raisonnement éthique s'impose. Alors, il faut bien voir que dans l'ensemble de la population, il y a les discours et il y a les comportements réels. Je ne veux pas donner une image idéalisée du comportement des mangeurs. Je préfère toujours dire mangeurs à consommateurs, hein, parce que manger, ce n'est pas un acte de consommation comme un autre, pour les raisons que j'ai exposées. Et donc, la différence entre ce que nous appelons les attitudes, c'est-à-dire ce qu'on dit, et les comportements, c'est-à-dire ce qu'on fait, elles existent, et elles existent d'autant plus, il faut le rappeler, que le revenu médian des Français, je vous le rappelle, il est en 2020 de 1 789 €, c'est-à-dire qu'il y a 50% des Français qui gagnent 1 789 ou moins, et que dans ces conditions-là, on ne peut pas oublier ce que beaucoup d'intervenants professionnels vous rappellent, c'est-à-dire qu'il y a quand même avant tout le prix dans les décisions d'achat pour une énorme partie de la population. Voilà, moi je pense que c'est ça le tableau, si vous voulez, c'est qu'il y a une aspiration morale, et cette aspiration morale, elle vient d'une chose très claire, c'est que la défiance, c'est une réaction de colère et je l'ai dit, de dégoût. On sous-estime toujours l'importance de cette émotion, le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion morale, c'est un jugement. Et quand on dit « ça me dégoûte », ça peut être vis-à-vis d'un produit alimentaire ou ça peut être à propos du comportement d'une personne. Donc c'est un jugement moral, et le jugement moral qui est porté sur l'alimentation contemporaine, transformée par nos contemporains, il est extrêmement négatif et il se manifeste dans ce discours du dégoût et vers des aspirations à
revamper, remoraliser l'alimentation et le rapport à l'alimentation. Voilà. Oui, merci Claude Fischler pour cet éclairage qui, à mon avis, est extrêmement intéressant puisqu'on est vraiment au cœur du débat, au cœur du sujet. J'ai bien aimé votre terme aspiration morale parce que finalement, on vient au cœur du débat qui, comme je l'ai dit au début, est un débat purement économique, c'est-à-dire que nous n'acceptons plus les modèles économiques issus de l'école de Chicago, de von Hayek, de Friedman, etc. Les jeunes générations ont mis le doigt sur un élément qui est un élément clé, qui est le partage de la valeur dans toutes les chaînes de production, du petit producteur jusqu'au consommateur. Vous l'avez dit très justement par rapport Claude Fischer, par rapport aux revenus des ménages. Donc c'est sur ce point-là, je pense qu'il faut se pencher sur le commerce équitable qui apporte autre chose et qui est un modèle économique établi, c'est-à-dire c'est pas uniquement un côté sentimental, même si il y a une forte approche et une forte identification de notre part avec les petits producteurs, mais c'est toujours un échange dans la dignité, c'est-à-dire c'est pas un don, c'est un dû plutôt, qui comporte à la fois des règles précises qui sont le prix minimum garanti par rapport à un marché débridé, qui sont également identifiés par la prime sociale qui est versée et qui permet de faire des ouvrages collectifs à la fois écoles, centres de santé, organisations sociales, etc. Une prime biologique aussi qui est une voie vers la transformation biologique de ces coopératives. Et tout ça dans un cadre extrêmement important, c'est dans un cadre démocratique. Et j'insiste sur ce point-là, le cadre démocratique, c'est le socle de ce partage de la valeur, puisqu'il faut que les élites tourne, il faut que la coopérative et les revenus de la coopérative appartiennent aux producteurs et pas non seulement à la technostructure. Là, nous sommes extrêmement vigilants, c'est-à-dire on essaie de remonter les coopératives à un niveau d'autonomie maximum pour permettre aux producteurs d'avoir un ruissellement, donc c'est le terme qui est un peu à la mode, de près de 90% de la valeur qui est versée, et la technostructure qui est indispensable aussi pour l'organisation, se limiter à une dizaine de pourcents du revenu. Ce qui permet d'avoir un équilibre, disons, à la fois économique et à la fois un équilibre, disons, moral, puisque forcément les paysans n'ont pas encore un niveau d'éducation suffisant, leurs enfants oui maintenant, mais donc ça crée un équilibre, et cette autonomie de la coopérative dans un système démocratique est un élément clé, et en contrepartie de ces actions qui vont en complément du commerce équitable en café, avec le développement d'activités parallèles pour la coopérative qui permettent encore d'améliorer les revenus, c'est comment fonctionner avec peu et faire beaucoup avec peu. Donc c'est ça le commerce équitable, en délivrant un café de qualité. Donc, et on est là pour ça, pour les appuyer en termes d'organisation. On en parlera tout à l'heure sur les programmes. Donc de les appuyer sur la qualité, et en contrepartie de la qualité, eh ben on accepte de payer le prix, et un prix qui est un prix important, puisque même si les cours du café depuis 3 semaines ont remonté un petit peu à un niveau de 140 cents la livre. Pendant ces 3 dernières années, il faut avoir en tête que les cours étaient très bas, jusqu'à 90 cents la livre, et donc nous avons payé en additionnant l'ensemble des primes, quasiment le double du prix du marché pour les cafés du commerce équitable et de l'agriculture biologique.
Et tout ça avec un partage de la valeur. Et ce partage de la valeur, il a été fait puisque en prix consommateur, nous n'avons pas doublé le prix de vente. Nous sommes restés le plus près possible pour pouvoir payer, bien sûr, nos frais généraux, faire des résultats pour pouvoir réinvestir. Donc, c'est cette réflexion autour de cette partie économique, moi, qui me semble intéressante. Et je vais pouvoir peut-être vous donner quelques chiffres et surtout attirer votre attention sur un point clé avant de vous donner les chiffres. On parle beaucoup aujourd'hui, et notamment dans le Nord, le bio, etc. Il y a une folie du bio, etc. Il faut savoir que le bio, c'est nécessaire et la transition au bio est nécessaire, l'agroforesterie est nécessaire et c'est un très bon élément. Aujourd'hui, par contre, en termes de prix minimum, le bio, ça ne rapporte pas un prix minimum aux producteurs, que ce soit dans les pays du Sud ou que ce soit dans les pays du Nord. Donc, le bio, sans l'équitable, c'est un peu une illusion. Les paysans qui faisaient du conventionnel sont, bon, bien sûr, il y a l'aspect santé qui est positif, mais il est tout aussi rendu en état d'esclavage et paupérisé avec uniquement le bio parce que la pression sur les prix est forte. Il n'y a que le prix minimum qui permet de garantir cela, donc il faut le garder en tête, je crois, sur ces activités. Donc, en ce qui nous concerne, je vais vous donner un peu quelques chiffres pour fixer fixer le marché. Nous importons à peu près 5000 tonnes de café issus du commerce équitable et de l'agriculture bio. Hein. C'est à peu près plus de 60% de nos achats qui viennent de 36 origines différentes dans 14 pays. Et hors prime bio qui est en plus, en prime de développement, hein, ce qu'on appelle la prime de développement ou la prime de commerce équitable, on a redistribué à peu près 2 500 000 $ dans les coopératives de petits producteurs. Et vous savez que l'on travaille à la fois dans les coopératives donc en Asie, Laos, Birmanie principalement, en Afrique de l'Est, on en parlera aussi, et en Amérique centrale, notamment au Mexique. Donc, cette distribution me semble importante et la prise de conscience de cette redistribution par les consommateurs, on la retrouve dans les chiffres de vente. Alors, je vais vous donner également quelques chiffres concernant le marché du café, donc en grande distribution actuellement. Hein, les dernières données Iris et Codip au 18 avril. Donc, pour vous démontrer que le commerce équitable est au-dessus de la croissance du marché. Le marché total du café torréfié à date représente plus 1,4 en volume de pourcentage. Le marché total des arabicas, moins 5,7% en volume. Par contre, le marché des cafés du commerce équitable en France a enregistré une croissance de 8,5% en volume. Et dans ce cadre du marché du commerce équitable, nous avons progressé, Malongo, de plus de 12,2%, c'est-à-dire que dans le cadre de ce développement, le consommateur a compris les actions, je pense, que nous menons et que nous essayons de mener à bien. On représente aujourd'hui à peu près plus de 52% du marché du commerce équitable en France et la progression, je pense, est due aussi à la qualité du café auquel on s'attache aujourd'hui. Voilà pour les quelques données chiffrées. Alors oui, j'ai une question là sur les 5000 tonnes et les 8000 tonnes du slide. La différence, je réponds tout de suite, comme ça c'est fait. La différence, c'est le marché les importations globales que nous faisons, commerce équitable, agriculture bio plus conventionnelle, et les 5000 tonnes, c'est le commerce équitable et l'agriculture biologique. Voilà, donc face à ce commerce équitable, nous avons continué à lancer des nouveaux défis et je vais m'arrêter maintenant sur deux pays proprement dit qui nous tiennent à cœur et vous présenter un peu les innovations. Je vais vous parler donc de la Birmanie et du Congo, République démocratique du
Congo. Donc, comme vous le savez, donc nous nous sommes engagés depuis maintenant plus de 3 ans sur le déploiement d'une filière café en territoire Shan, qui se situe à l'est de la Birmanie. Donc, c'est des populations qui sont extrêmement retirées dans les montagnes et qui étaient soumises à la culture du pavot. Et grâce à un programme de l'ONU, le pavot a été une expérience a été tentée donc sur plus de 1000 hectares, c'est-à-dire plus d'1 millier de familles à peu près qui y travaillent pour supprimer les pieds de pavot et pour remplacer par du café. Donc pour obtenir à la fois un produit de qualité puisque nous sommes en altitude et à la fois transformer un revenu. Et aujourd'hui, on est assez satisfait de la situation puisque le revenu qui permet d'être délivré en payant les conditions du commerce équitable et de l'agriculture biologique sont équivalentes à celles de ce qui touchait avec la drogue, avec 2 différences essentielles, c'est qu'ils sont pas contraints avec le pavot. Il y a une transformation vers l'agriculture biologique, c'est-à-dire plus d'engrais, plus de pesticides, et surtout une protection de l'environnement, puisque la culture du pavot détruit à la fois les forêts et fonctionne 2 fois par an sur brûlis. Donc, on a un travail. On a un travail de fond qui est fait avec cette coopérative que nous soutenons, que nous continuons à soutenir dans un contexte difficile, parce que je pense qu'ils ont besoin de continuer à avoir l'appui des consommateurs. Alors nous avons décidé avec un de nos clients distributeurs, qui est le groupe Carrefour, de travailler sur une traçabilité complète, main dans la main, pour aller plus loin encore que la coopérative pour l'information du consommateur, en créant une blockchain qui est en train de sortir. Donc, la blockchain que nous avons menée à Carrefour. Avec Carrefour, c'est aussi une longue histoire puisque il y a maintenant plus de 20 ans, donc nous avions travaillé sur la première filière qualité bio avec Carrefour. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre ce travail de fond pour l'information du consommateur. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain dans ce cadre-là? C'est la traçabilité complète du produit qui vient dans la boîte de café, donc des villages de pays producteurs, puisqu'évidemment, on ne peut pas remonter jusqu'à la parcelle de terre, puisque au moment où on fait le lavage et la fermentation, les cafés se mélangent. Mais à partir des villages, donc la traçabilité jusqu'à la transformation donc du café qui est en parche, qui se transforme en sec, le suivi à travers le transport, les ports, les dates aussi de départ, d'arrivée, de production, les villages qui sont concernés, et ensuite arriver à chez nous à Carros pour la torréfaction, les éléments qui permettent de comprendre la qualité et comment est délivré le produit. Alors physiquement, ça se passe comment? Vous avez sur la boîte métallique donc de ce café du Myanmar, vous avez un QR code qui directement vous donne les informations du lot qui a été produit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on produit un lot, on va redonner une information différente si le produit vient d'autres villages. Donc la complexité, c'est comment tracer tous ces produits, comment s'assurer que la traçabilité est bonne et comment arriver à délivrer cette information aux consommateurs. Donc voilà, ça a été un des gros enjeux. Ça a été compliqué. Ça fait maintenant plus d'une année que nous travaillons avec Carrefour sur le sujet et le produit sort donc aujourd'hui. Et je vais peut-être vous démontrer en quelques slides, vous ramener sur les terres du Myanmar en vous faisant passer un petit film d'une trentaine de secondes sur les fondamentaux.
Voilà, donc juste un petit voyage rapide dans les montagnes Shan. J'en profite, j'ai pris connaissance des quelques questions qui étaient arrivées entre-temps. François nous dit, vous dites peser 51% du marché du commerce équitable en France. Nous sommes d'accord que vous parlez spécifiquement du marché du café. Bien entendu, il s'agit du marché du café. Et Thierry nous demande, un lot, ça fait quoi en volume? Donc, un lot de café, c'est entre 18 et 20 tonnes de café à l'importation. Et dans ce lot de 20 tonnes, c'est des lots qui sont beaucoup plus petits, qui viennent de 3, 4, 5 villages différents. Alors, le partenaire techno en blockchain, le blockchain, c'est relativement quelque chose de facile. Le plus complexe, en fait, c'est la traçabilité avec nos outils informatiques. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons avec nos logiciels aujourd'hui. Demain, on ira encore plus loin puisque on a d'autres projets pour étendre tout ça de façon plus importante et avec plus de précision. Et disons, c'est une première étape pour délivrer cette information. Alors, ça assure la transparence et la traçabilité. Voilà, donc on en a parlé. La caféculture, c'est de démontrer que le café du commerce équitable, ça peut être un substitut à la problématique du pavot et de la drogue. Et puis surtout, respecter les conditions de vie des producteurs, l'environnement et sortir surtout du sous-développement par un système collectif et apporter l'éducation en zone rurale. Voilà, ce sont principalement les objectifs. Alors, la question qui m'est posée aujourd'hui, alors plusieurs questions. La situation politique actuelle en Birmanie impacte-t-elle ce partenariat? Actuellement, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, puisque, comme vous l'ignorez pas, mais c'est un territoire qui est très éloigné. Hein. Je peux vous dire que on travaille avec eux par WhatsApp régulièrement et quasiment toutes les semaines. Et ils n'ont même pas connaissance de ce qui se passe pour certains dans la capitale. Vous savez que les communications sont coupées et on a des programmes justement qui étaient prévus et qui vont être reportés l'année prochaine pour améliorer encore cette notion de traçabilité. Et la certification est en cours. On me demande également est-ce qu'il est certifié AB? Il est en cours de reconversion. On a démarré le programme parce que c'est compliqué pour amener ça. Il faut 3 ans pour obtenir la certification. Mais en attendant, on paye quand même le prix du bio parce que il faut appuyer ces coopératives pour qu'elles s'en sortent. Alors pour la blockchain. Donc c'est une innovation. C'est bientôt en magasin. Donc je pense que c'est un pas différent. C'est un café qui est extrêmement intéressant parce qu'il pousse en altitude. Il a à la fois de la puissance, il a à la fois du corps, il a une légère acidité, il a une complexité aromatique et une longueur en bouche qui est à mon avis unique. Donc c'est un café que j'aime beaucoup de par sa complexité du goût qui fonctionne très bien à la fois en filtration parce qu'il développe des arômes particuliers et même en expresso parce qu'on a ce corps qui arrive à dominer un petit peu l'acidité, donc c'est extrêmement intéressant comme produit. Voilà pour cette première nouveauté donc dans ce partenariat qu'on a fait avec la coopérative de Birmanie. Et je vous amène maintenant, je vous fais faire un saut au Congo sur un autre programme qui est un programme qui se situe au Nord Kivu, dans le parc des Virunga. Donc le parc des Virunga, c'est un parc naturel. Et vous savez que au Congo, donc les parcs naturels sont malheureusement souvent il y a des prédations d'une part pour des populations qui veulent manger, c'est-à-dire qui vont chasser et qui vont éliminer des espèces. Je pense notamment aux gorilles des plaines. Je peux vous assurer que quand vous avez eu la chance, et moi j'ai eu la chance de les voir un peu plus au sud, à proximité, donc ces animaux qui sont uniques, qui ont une force
et qui nous ressemblent tellement et qui mangent de l'herbe et qui ont cette qui sont les derniers à être vivants et qu'il faut protéger. Il est important de protéger cette biodiversité. Il est important autour de ce parc naturel de créer des zones où les hommes peuvent vivre et peuvent mieux vivre, hein, parce que tout à l'heure on parlait effectivement de dire il faut sauver la planète. Je dirais plutôt que pour sauver la planète, il faut sauver les hommes, et pour sauver les hommes, il faut les organiser. Et les organiser, dans le cadre de ce parc des Virunga, c'est appuyer 2 coopératives donc qui ceinturent le parc pour développer sur zone l'agroforesterie et puis le développement d'autres activités. Donc nous travaillons avec 2 coopératives, une de 600 hectares qui s'appelle Kawanzuru et une autre, la Copadé, qui a 1500 hectares et sur lesquels on travaille sur la rénovation des caféiers, sur le développement des engrais biologiques, sur l'organisation des stations de lavage, monter un laboratoire qualité pour le goût, pour s'assurer de la qualité bien sûr, et comment travailler au niveau local en agroforesterie dans les plantations de café. Donc c'est un partenariat de plusieurs années que nous avons mené en exclusivité pour justement accompagner. Je ne conçois pas le commerce équitable et le travail que nous faisons dans les coopératives sans un travail à long terme. Alors, on peut pas faire ça partout, on fait ça sur une dizaine de coopératives, c'est-à-dire apporter de l'organisation, apporter du suivi, apporter de la garantie des prix, la garantie des achats, hein, et essayer de renforcer le poids global du revenu des producteurs. Donc, c'est un programme que nous avons démarré. On va sortir également un produit spécifique Congo du parc des Virunga. Donc, c'est un café qui est aussi unique parce qu'on se retrouve en altitude. Hein, on est sur des zones, si vous voyez, donc vous voyez le lac Kivu, donc on a les 2 volcans, puis derrière se retrouve en montant vers le nord le parc national qui est à cheval sur la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et voilà, donc ces coopératives ont besoin d'être appuyées, tout en sachant qu'aujourd'hui il y a des conflits armés malheureusement qui descendent, qui viennent soit d'Ouganda, soit qui viennent du nord. On a eu des attaques de djihadistes, donc à la mitraillette et au bazooka sur des populations, là, sur zone. Donc une situation qui est complexe, sur lesquelles il faut vraiment appuyer ces populations pour les conserver sur zone et qu'elles produisent et qu'elles vivent. Et voilà, tout en demandant à la communauté à la fois internationale et au pays d'appuyer la sécurité sur ces zones qui malheureusement sont de plus en plus vulnérables. Voilà, donc c'est un café complexe d'altitude avec un goût à la fois généreux, grande longueur en bouche, des fit notes à la fois d'agrumes et de fleurs. Donc voilà, moi c'est un café aussi que j'apprécie énormément et qui mérite d'être connu. Voilà donc ce programme qui nous permet aussi de préserver à la fois les espèces et de préserver la nature et le parc. Voilà donc ces 2 exemples pour illustrer donc notre sujet d'aujourd'hui qui était vraiment le commerce équitable en tant que modèle économique et en tant que transformation de l'alimentation et du système de valeurs. On a beaucoup de nouveaux défis actuellement qui sont menés, que ce soit en termes de coopératives, que ce soit en France sur d'autres sujets, mais c'est pas le lieu d'en parler maintenant sur des produits fabriqués en France. Voilà, donc mon discours va s'arrêter là et je répondrai volontiers à toutes les questions que vous pouvez nous poser pour amorcer le débat et essayer de faire progresser, d'avancer
sur cette problématique du commerce équitable. Claude Schisler est à votre disposition aussi pour cela. Voilà, si je dois conclure, pour moi, c'est effectivement le commerce équitable. Ça l'a toujours été, mais c'est un modèle économique et un modèle d'avenir, donc ce qui est encore plus intéressant. Voilà, c'est un défi que l'on rencontre dans nos sociétés à la fois du Nord, avec les problématiques des agriculteurs en France et d'autres secteurs d'activité. Donc, partager la valeur, avoir cette notion de partage de la valeur, ça ne veut pas dire ne pas gagner d'argent, mais partager la valeur, ça veut dire quelque chose. Et puis voilà, c'est une histoire que l'on va continuer à écrire. On vient de signer également un accord sur une nouvelle coopérative au nord du Laos, aussi avec l'ONUDC, donc pour remplacer les pieds de pavot, donc coopérative de Van Mai, pour un café un peu différent en termes de goût. Donc on a démarré le programme et puis on continue. Un programme qui avait été amorcé et qui va s'accélérer, donc en Bolivie aussi, sur le traitement de la coca illégale, donc avec les pieds de café. Voilà, de façon simple, je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, je regarde les questions. Le café est-il disponible en magasin? Oui, normalement, il doit l'être puisque il était en train d'être produit. Donc voilà, il est présent dans la blockchain. En ce qui concerne la blockchain de Birmanie, c'est présent dans tous les magasins Carrefour. Et le Congo, il est déjà présent à la fois dans nos boutiques et sur notre site internet. Et la boîte va sortir là dans les prochaines semaines. Élodie, peut-être si vous voulez bien relancer les questions. Merci Monsieur Blanc pour cette présentation. Merci Claude Fischler. Je vois que Monsieur Blanc, vous avez déjà lancé des petits scoops sur la Bolivie et la nouvelle coopérative du Laos. C'est bien, vous lancez déjà l'année prochaine. Alors, encore une question sur le chiffre d'affaires et la part de ce chiffre vers le producteur. Je vous laisse la parole. Oui, alors en termes de chiffre d'affaires cette année, puisque comme vous le savez, on est présent en grande distribution, mais aussi présent en hôtellerie-restauration. Donc, on a un chiffre d'affaires qui a légèrement régressé puisque l'activité hôtellerie s'est quasiment arrêtée. Donc, on fait toujours plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, autour de 105 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 320 personnes. Et ce qui est reversé aux producteurs, c'est à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, on achète à peu près 60% de nos achats. Donc, c'est 60% de nos achats qui sont reversés aux producteurs. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On en a eu beaucoup, c'est vrai, sur le Myanmar au fur et à mesure. C'était d'ailleurs très bien de le faire en direct. Au moins, on ne perd pas les infos. J'ai l'impression que nous avons fait… J'ai le droit de poser une question sur Claude Fischler ici. Oui. Alors moi, je voudrais demander à Jean-Pierre Blanc, c'est parce que ce qui me frappe dans son discours, c'est qu'il y a finalement une conjonction dans ce dont il parle que je trouve inhabituelle et remarquable. Premièrement, évidemment, il y a cette question du partage, donc la dimension économique et morale en même temps, c'est-à-dire le partage de la valeur. Deuxièmement, il y a la traçabilité, l'authenticité, etc., toutes sortes de démarches qui tendent à répondre aussi aux inquiétudes et même aux angoisses des mangeurs, des consommateurs de café. Et puis, troisièmement, et ça peut-être que ça ne sort pas assez, je trouve que c'est quand même très très original, c'est la question de la qualité spécifique, c'est-à-dire les caractéristiques organoleptiques, la dégustation. Vous parlez du café comme on parle du vin, en termes d'origine, en termes de caractéristiques gustatives, de dégustation, etc. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui passe un peu derrière quand on a le discours moral ou économique en premier? Oui. Claude Fischer, merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet
c'est au départ le commerce équitable s'est construit comme cela en fait. Hein. C'était d'abord une idée de charité, d'échange, ce qui est bien, ce qui est nécessaire. Et puis petit à petit, moi, ce que je me suis rendu compte quand j'ai découvert le commerce équitable dans les années 92 au Mexique avec le cofondateur du label Max Havelaar, Francesco Van der Hoff, le père Francesco Van der Hoff, qui est un théologien mais aussi un théoricien du commerce équitable. C'est en fait c'est cette nécessité à la fois de modéliser et d'assurer et d'assurer le goût. Donc, on est sorti de la charité, on est sorti du modèle ONG. Par contre, la dimension de la qualité était pas encore là. C'est-à-dire dans l'esprit des producteurs, à partir du moment où on fait de l'équitable, on fait de la qualité. Bon, malheureusement, c'est pas toujours la réalité. Donc, moi, le premier point que j'ai axé, c'était de dire, moi, le commerce équitable, c'est parfait. Moi, non seulement ça me convient, mais je vais le pousser. Mais en contrepartie, j'ai besoin pour mes clients, pour mes consommateurs, d'avoir de la qualité et de m'assurer de la qualité. Parce que si le consommateur l'achète dans son premier acte d'achat parce qu'il croit au commerce équitable, il doit continuer à acheter parce que le goût est bon et il n'y a pas d'autres cafés qui font la différence. Et donc, cette notion de qualité, je l'ai mis au cœur du débat, c'est-à-dire à la fois du débat pour le consommateur et du débat pour l'échange d'égal à égal. Hein, quand on parle d'échange d'égal à égal dans la dignité, c'est pourquoi une entreprise achèterait plus cher que le prix du marché. Donc ça n'avait pas de sens dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que la contrepartie pour moi, c'est la contrepartie, c'est tu fais de la qualité, donc je te paye le prix pour la qualité que tu fais. Et là, on retrouve, je pense, une dimension qui est complémentaire, c'est une dimension plus forte, plus importante, qui est cette notion de partage. On partage pas que du prix, on partage pas que de la qualité, on partage autre chose, c'est-à-dire le respect des gens, il passe par qu'est-ce qu'ils sont, voilà, qu'est-ce qu'ils font de bien, et comment peuvent-ils se retrouver dans une société qui les a complètement détruits. Donc voilà, donc c'est un peu cette dimension-là que je voulais, et c'est pour cette raison que la première chose que je fais quand on monte un programme d'une coopérative, c'est qu'on prend le café, on le goûte, on dit là ça vient, là ça va, là ça ne va pas, là il faut améliorer. Alors on détermine les causes, hein, bien entendu, de cette problématique, et tout de suite, on monte un laboratoire qualité, hein, avec un petit torréfacteur, avec des centres un centre de dégustation, et on forme producteur, un spécialiste de la qualité qui est local, et mes équipes vont sur place, avant Covid bien sûr, pour former à la qualité et travailler sur cet aspect-là. Donc c'est à la fois la qualité, c'est pour moi la cause du succès, 2, c'est un respect de la dignité, et 3, ça réenglobe en fait la totalité si on peut appeler ça un concept, mais c'est pas un concept, de cette vision du monde différent, de partager de la valeur à partir d'un travail unitaire de petits producteurs. Merci, Monsieur Blanc. Nous avons des nouvelles questions. Alors, une première sur le chiffre d'affaires en CHR hors crise Covid, donc avant cet épisode malheureux. Oui, on faisait à peu près entre 35 à 37% du chiffre d'affaires. Oui. Et une autre question sur les effets, sur l'effet du changement climatique sur la production de café dans le monde, Arabica versus Robusta. On a eu cette discussion juste avant. Et sur les pratiques culturelles de bio-agroforesterie sur le café. Alors, oui, alors le changement climatique, oui, c'est un point important. C'est vrai que il se repère de deux façons.
La première façon, c'est de dire, bon, il y a une augmentation des températures. Effectivement, les arabicas vont monter un petit peu plus en altitude, mais c'est pas l'aspect le plus visible aujourd'hui que nous avons. L'aspect le plus visible, c'est justement des climats qui changent de façon très violente. Et on l'a vu encore, c'était cette année, hein, oui, c'était cette année, Nicaragua, Honduras, les cyclones. Tout d'un coup, on a une violence, beaucoup d'eau, trop d'eau. Ensuite, on a beaucoup de sécheresse. Et ensuite, on a des épisodes qui sont à la fois, qui peuvent être plus froids ou plus chauds. Donc, c'est un climat qui est complètement déséquilibré. C'est là où on se rend compte qu'il y a un changement climatique. Les rendements de café dans le monde aujourd'hui, la récolte est suffisamment abondante puisque jusqu'à l'année dernière, on était en surproduction. Il faut bien se rendre compte que le Brésil, qui est le premier pays producteur, a produit l'an dernier plus de, je pense pas loin de 60-62 millions de sacs de café. Donc, c'est un record absolu. Cette année, la récolte sera moindre. Donc, d'où aussi les spéculations sur les différentes matières premières. Non, aujourd'hui, on manque pas de café et la production pour nous, enfin ce qu'on observe en tout cas dans nos coopératives, sont tout à fait normales. Les pratiques culturales bio-agroforesterie sur le café présentent-elles un intérêt? Ah ben ça, de toute façon, les pratiques culturales bio c'est extrêmement important. C'est-à-dire que d'abord ça permet de faire de la compensation carbone, hein, c'est-à-dire d'absorber du CO2. D'autre part, ça permet une meilleure agriculture, hein, quand on travaille sur plusieurs niveaux en agroforesterie. Et trois, l'agriculture bio pour moi, et notamment les techniques de compostage sur lesquelles on travaille aussi, puisque c'est quelque chose que dans le cadre du commerce équitable, nous avons essayé de montrer, c'est-à-dire faire équitable et faire bio, ça ne veut pas dire ne pas avoir de rendement. Et avoir des rendements, c'est-à-dire pratiquer effectivement la pratique sous ombrage, en agroforesterie, culture différenciée et d'apporter un compost naturel organique. Et à ce titre-là, on a une expérience qui est en cours au Laos avec une unité de production pour à peu près 1000 familles, unité de production qui a été centralisée, hein, puisqu'auparavant c'est souvent décentralisé dans les villages, qui permet de produire à peu près 1000 tonnes de compost naturel par an, parce que l'amendement organique, l'agroforesterie, c'est la richesse du sol et c'est ce qui fait notre présence sur Terre qui puisse être pérenne. Donc, je crois beaucoup à ce travail et on le voit puisqu'on arrive à obtenir des rendements quelquefois supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle dans les zones où nous sommes. Eh bien, merci. Je crois que cette fois-ci, nous avons fait le tour des questions. Donc, oui. Donc, j'opte pour le mot de la fin. Bien, eh bien, écoutez, merci de votre écoute à tous. C'est un plaisir de se rencontrer. Maintenant, si vous avez besoin, je suis à votre disposition individuellement pour compléter si vous avez besoin. Et puis, merci, je voudrais remercier Claude Fischler pour son approche et l'ouverture. Nous avons besoin de partager avec des gens qui pensent différemment et qui nous ouvrent un peu l'esprit sur un tas de sujets. Voilà. Merci de votre approche et d'avoir participé à ce comment vous l'appelez ça, webinaire ou voilà, cette conférence de presse qui, j'espère, sera en physique l'année prochaine. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.